Bienvenue. La source qu'on explore aujourd'hui est assez particulière. Ce n'est pas un article, pas vraiment une étude, c'est un script, la simulation d'une conversation médicale, vraiment sur le fil du rasoir. Et la question centrale, c'est comment un médecin peut annoncer une vérité terrible, l'entrée en soins palliatifs, sans, sans tout briser, sans détruire la confiance de la personne en face de lui. Ça paraît presque impossible. C'est plus qu'une conversation, c'est vraiment un moment de bascule. Et il faut bien voir que ce script, ce n'est pas de la fiction pour la télé, hein. C'est un véritable outil pédagogique, une sorte de partition pensée pour former les soignants à l'empathie, à la communication. On est à un moment où chaque mot, chaque silence même, a un poids énorme. Oui, un mot de travers et c'est fini. Exactement. On peut briser quelque chose de fondamental. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger un peu dans la mécanique de cet échange, de comprendre la stratégie du médecin, comment il fait pour transformer une peur panique en une forme d'acceptation. Et surtout, ce sentiment d'abandon, comment il le transforme en un pacte de confiance. On va voir qu'il y a une méthode, presque en plusieurs actes. Alors, pour commencer, posons le décor. On a Madame Morel, la patiente. La source nous dit qu'elle est épuisée, qu'elle souffre, mais qu'elle s'accroche encore à l'espoir d'un nouveau traitement. Elle regarde son médecin et elle pose la question, celle qui porte tout son espoir. On va essayer une autre molécule, c'est ça? Et là, c'est le moment de vérité. La première chose que fait le docteur Lefebvre, elle est fascinante. Il ne répond pas. Pas directement. Non. Alors que notre premier réflexe, je pense, ça aurait été de dire non, malheureusement, et de se lancer dans des explications. Lui, il fait l'inverse. Le script précise qu'il tire une chaise et qu'il s'assoit. Ah oui, le fait de s'asseoir. C'est un geste simple, mais c'est le premier acte. C'est vrai que c'est puissant. Il ne reste pas debout prêt à s'enfuir après avoir lâché sa bombe, quoi. C'est ça. Il s'installe. Le message, avant même les mots, c'est « je reste ». On va affronter ça ensemble. Il crée un espace de discussion. Voilà, pas un espace pour une annonce unilatérale. Et c'est seulement après, une fois assis, qu'il prend la parole. Et là encore, il ne dit pas « on arrête le traitement », il dit une phrase qui est le pivot de tout l'échange. On n'arrête pas les soins, on change d'objectif. Exactement. C'est d'une force. C'est incroyable. Ça ne nie pas la gravité, mais ça refuse le mur, l'impasse. Ça ouvre une autre voie. C'est un changement de logiciel complet. L'analyse pédagogique qui accompagne le script appelle ça le pivot sémantique. Un terme un peu technique. Oui, un peu technique, mais l'idée est simple et elle s'applique partout. Quand on ne peut pas changer les faits, on change le cadre. On ne se bat plus contre la maladie, une guerre qui est en train d'être perdue, on se bat pour autre chose. Pour le confort, pour la qualité de vie. On passe d'une bataille perdue à une mission qu'on peut encore réussir. C'est exactement ça, jour après jour. C'est brillant, mais je me pose une question. Est-ce que ce n'est pas un peu de la manipulation de jouer avec les mots comme ça pour faire passer la pilule? Parce que bon, on change l'objectif, mais la finalité, elle, reste la même. Et elle est tragique. C'est une excellente question et c'est toute la différence entre la manipulation et l'accompagnement. La manipulation, ce serait de mentir, de faire miroiter un faux espoir. Là, le médecin ne ment pas, il propose une autre vérité, qui est tout aussi réelle. Il dit « la lutte contre la maladie est terminée », d'accord, mais la lutte pour la dignité, contre la douleur, elle commence maintenant. D'accord, je vois. Il ne change pas la destination, mais il affirme qu'il y a encore un chemin à parcourir. Et que ce chemin a de la valeur. Voilà. Il ne s'agit pas de cacher la vérité, il s'agit de la rendre utile, de lui donner un sens pour la suite. D'accord, le cadre est changé, mais ça n'empêche pas la peur de surgir, j'imagine. Ah non, bien sûr que non. La patiente, elle entend bien ce qui se cache derrière ces mots. Sa réaction est immédiate. Elle dit « Alors, c'est fini, on me laisse tomber ». Elle parle même des soins palliatifs comme de l'antichambre de la faim, à cause de ce qu'elle a vu chez son voisin. Une image terrible. Et très, très ancré dans l'imaginaire collectif, malheureusement. Et là, on entre dans le deuxième acte de la stratégie du médecin, qui est tout aussi crucial. Face à cette angoisse brute, qu'est-ce qu'on fait? L'erreur classique, c'est de vouloir rassurer à tout prix, de dire « mais non, ne dites pas ça, ce n'est pas ça du tout ». Ce qui a en général pour effet de braquer encore plus la personne. On a tous vécu ça. Quelqu'un vous dit « calme-toi » quand vous êtes en colère. Ça ne marche jamais. Le docteur Lefebvre, lui, il fait l'inverse. L'analyse appelle ça la validation de la peur. Sa première phrase, c'est « je comprends que ce mot puisse faire peur ». C'est tout. Prends votre réaction.
Il accueille l'émotion, il lui donne le droit d'exister. C'est fondamental. On ne peut pas raisonner avec quelqu'un tant que son émotion n'a pas été entendue, légitimée. C'est contre-intuitif pourtant. On a l'impression qu'en validant la peur, on va l'amplifier. On veut vite passer à autre chose. On veut passer à la solution, oui, mais en faisant ça, on envoie le message que l'émotion de l'autre est inappropriée. En la validant, le médecin crée une alliance. Il dit, en substance, « Vous et moi, on est d'accord sur un point. Ce mot est effrayant. Maintenant qu'on est d'accord, laissez-moi vous proposer une autre définition. » Et c'est seulement là qu'il peut commencer à la reconstruire. Exactement. Et il le fait de manière magistrale. Il ne se lance pas dans une définition technique. Il utilise une image. Il ne parle pas de l'équipe qui gère la fin de vie. Non, il parle des experts du mieux vivre. Le retournement est total. Il remplace une image de mort par une promesse de vie. Une vie différente, bien sûr, mais une vie quand même. Et ce qui la rend crédible, cette promesse, c'est qu'il l'ancre tout de suite dans le concret. Ce ne sont pas que de belles paroles. Il redonne du contrôle à la patiente. La maladie grave, c'est la perte de contrôle absolu sur son corps, sur son avenir. Lui, il lui rend du pouvoir. Quand elle s'inquiète de rester à l'hôpital, il lui parle de l'équipe mobile, du retour à la maison. Ah oui, il la remet en position d'actrice. Exactement. Il précise qu'ils sont là pour qu'elle reste maîtresse de ses choix. Lui rendre ce pouvoir de décision, c'est le meilleur antidote au sentiment d'impuissance. On arrive au cœur du réacteur, je crois. Après les explications, le changement de cadre, la validation de la peur, Madame Morel revient à sa peur la plus primaire. Elle dit juste « J'ai juste peur d'avoir mal, docteur ». L'essentiel, Et là, le médecin utilise un mot d'une densité incroyable. Il ne dit pas « je vous le promets » ou « on fera de notre mieux ». Il dit « c'est notre contrat, Madame Morel. On ne vous abandonne pas ». le mot « contrat », c'est le sommet de la conversation, le troisième acte. Une promesse, ça peut être rompu, c'est parfois léger. Un contrat, c'est un engagement formel. C'est un pacte qui lie deux parties. L'analyse le souligne très bien, la première cause de souffrance psychique en fin de vie, c'est le sentiment d'abandon. Pas la peur de la mort elle-même. Non, pas tant que ça. C'est surtout l'idée de mourir seul et dans la souffrance. En utilisant ce mot, contrat, il s'attaque frontalement à cette peur. C'est vrai que le « on ne vous abandonne pas » qui suit, le mot « contrat » lui donne une force décuplée. Ce n'est plus une parole rassurante, c'est un engagement quasi juridique et moral. C'est la réponse directe à sa peur initiale « je me laisse tomber ». C'est exactement ça. C'est la signature verbale d'un pacte de non-abandon. Mais il y a un autre élément stratégique qui rend ce contrat possible. C'est le timing, le moment où cette conversation a lieu. Elle n'a pas lieu en pleine crise. Non, pas à 3 heures du matin avec la patiente en pleine crise de douleur et de panique. C'est ce que l'analyse appelle l'anticipation. Le médecin a choisi son moment, un moment de calme relatif où elle peut encore comprendre, discuter, questionner. Oui, et si ça avait eu lieu en pleine crise, rien de tout ça n'aurait fonctionné. Ça aurait été une décision subie, une information qu'elle n'aurait pu qu'encaisser, passivement. En anticipant, le médecin fait d'elle une partenaire de la décision. Elle participe à l'élaboration de ce contrat. Voilà. C'est toute la différence entre être un objet de soin et un sujet de soin, une actrice de son propre parcours. Le chemin est difficile, bien sûr, mais le fait de le choisir, ça change tout. Et ce qui est fou, c'est que la confirmation ultime de ce contrat, ce n'est même pas un mot. On en revient au tout début, au geste du médecin qui s'assoit. La source termine sur le témoignage d'un patient formateur, un certain Gilles, qui a donc le regard de celui qui reçoit le message. Et son analyse est, oui, elle est d'une clarté limpide. C'est la touche finale qui rend toute la stratégie cohérente. Gilles, il met l'accent sur le non-verbal. Il dit que si le médecin reste debout, la main sur la poignée de la porte, même avec les plus beaux mots du monde. Le message qui passe, c'est Le message inconscient, c'est « Je suis pressé, je suis déjà parti, je vous abandonne ». Et puis, il décrit l'autre posture, celle du docteur Lefebvre. Et sa conclusion est magnifique. S'il s'assoit, le patient entend « Je reste avec vous » dans cette nouvelle étape. le geste ancre la promesse verbale dans le réel. Exactement. Le contrat est signé une première fois par les mots et une deuxième fois, de manière indélébile, par la posture. Le corps confirme ce que la bouche a dit. C'est incroyablement puissant. Si on résume la stratégie, on a bien ces 3 actes. D'abord, refuser le cadre perdant. Proposer un nouveau pot. On ne se bat plus contre la maladie, on se bat pour le mieux vivre. C'est le pivot. Oui, Ensuite, ne jamais nier l'émotion,
mais l'accueillir pour pouvoir la transformer. C'est la validation. C'est ça. Et enfin, sceller un engagement total, le prouver par les mots, le fameux contrat, et par les gestes, la présence physique. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que ce qu'on vient de décortiquer, ce n'est pas juste une leçon pour les médecins, hein. C'est un guide pour toutes les conversations difficiles qu'on peut avoir. Annoncer une mauvaise nouvelle dans une entreprise, mettre fin à une relation, parler d'un sujet grave avec un enfant. Les principes sont les mêmes? Bah oui, valider l'émotion, reformuler le problème en objectif atteignable, redonner du contrôle à l'autre et sceller un pacte de confiance, même si les chemins se séparent. C'est une masterclass de communication de crise où l'enjeu n'est pas de gagner un débat, mais de préserver un lien humain dans la tourmente. C'est une conclusion parfaite. Et ça laisse avec une pensée pour aller plus loin. Ce dialogue nous montre un médecin qui se bat pour le sens d'un mot, le mot palliatif. Il refuse la définition fataliste de sa patiente et, avec patience, il lui en propose une autre, basée sur la vie. Et ça soulève une question, je trouve, qui est fascinante. Dans les moments importants de nos vies, quelles sont les définitions, les étiquettes qu'on subit passivement? Et comment est-ce qu'on pourrait, nous aussi, se battre pour en reprendre le contrôle, pour imposer une définition qui nous aide à avancer plutôt qu'une qui nous paralyse?